Allô ma grande, c'est maman. Bon bah tu dois être arrivée chez mamie et j'espère que ça se passe bien. De toute façon tu vas faire plein de nouveaux copains là-bas, j'en suis sûre. Sois gentille, hein. Tu fais pas trop de bêtises, hein. Écoute, ici ça va. On s'occupe bien de moi. Puis je me repose. Et j'aimerais bien t'entendre. Tu me rappelles, hein. D'accord? Je t'aime ma chérie. Gros bisous. Je m'appelle Hugo de Faucompré, je suis le réalisateur de Maman pleut des cordes. Après l'école, j'ai réalisé un certain nombre de clips musicaux ou des courts-métrages avec mon collectif. J'avais très envie de me frotter à des choses de plus grande ampleur en termes de projet, au niveau de l'écriture des personnages, où on accompagne les personnages plus longtemps, où on les découvre. À ce moment-là, en fait, il y a eu l'appel à projet de France Télévisions qui est tombé. Donc ça m'a motivé dans ce sens-là à proposer quelque chose. Et très rapidement, dès que j'ai posé les premières lignes de concept, je les ai proposées à Ivan et Antoine de l'AIDAC, avec qui on avait déjà collaboré, et voilà. Donc moi je suis Antoine, je suis un des producteurs de Maman pleut des cordes. En fait on avait rencontré Hugo parce qu'il avait travaillé au storyboard sur un court-métrage qu'on développait. Et il se trouve qu'il avait laissé son carnet de dessin au bureau et qu'en regardant dedans avec Ivan, on s'était dit qu'on avait très envie de faire un projet avec lui en réalisation parce qu'on adorait son style et donc on lui avait dit que la porte serait ouverte quand il aurait un projet. Donc effectivement quand il a voulu se lancer dans un film un petit peu plus long que ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant et qu'il nous l'a proposé, on était ravis. Et en plus, à la lecture de sa première ébauche de synopsis, on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant et d'inhabituel, quoi. Un 26 minutes, c'est un format très particulier à financer parce qu'en fait, c'est une durée quand même relativement courte, il n'y a pas d'économie d'échelle et en même temps, il y a une envie, une ambition qui sont assez importantes. Un 26 minutes d'Hugo de Faucompré, c'est encore plus difficile à financer parce que l'ambition est encore plus grande. On a été un peu suspendu à des premiers financements et notamment Beaumarchais SACD et la Bourse Lagardère qui ont permis à Hugo de préparer le trailer qu'on a présenté au Cartoon. Et le Cartoon Forum, je pense, a été un des gros tournants du projet. C'est là que Canal+ a montré son intérêt pour le projet et a décidé de nous accompagner dessus. Et c'est un peu ça qui nous a permis de lancer le projet définitivement. Et pour aller au Cartoon, on est allé préparer, on avait la meilleure ambassadrice possible qui était la personne qui a un peu inspiré le personnage de Jeanne. Oui, pas mal. Siam. Salut, moi c'est Siam, je suis la star du prochain film d'Hugo. Pas la peine de vous dire que ce sera le meilleur film avec moi dedans et qui parle de moi. Non, parce que vous savez, moi je suis très occupée, il va falloir le faire vite ce film, hein. Je sais que vous avez peur de financer des films de 26 minutes, mais moi je pense direct. Il va nous falloir beaucoup d'argent. Vous savez, nous on n'est pas là pour rigoler, hein. Tiens, tout concret, Siam. Merci. Bon bah voilà, je crois qu'on a tout dit. Effectivement, le caractère de Siam t'a un petit peu inspiré, mais est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as voulu raconter avec cette histoire ? Il y a vraiment le thème sous-jacent en fait de fond qui est la dépression de la maman, en fait, qui est juste le background qui assoit la situation de départ. Je suis parti là-dessus notamment parce que c'est vraiment quelque chose de très commun et présent en fait. Mais donc c'est important je trouve d'en parler. Après c'est le background de base et ce qui ressort en fait dans les thèmes c'est surtout le partage des choses simples comme la nourriture, la musique et le tissage de liens nouveaux ou le fait de renforcer ceux qui étaient existants mais un peu fatigués ou un peu brisés. Pour l'écriture, je suis vraiment parti d'une idée, d'un concept de base sur lequel on a tout de suite échangé avec Ivan et Antoine, puis un synopsis, mais étant donné que c'est un projet, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus long que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, j'ai tout de suite eu envie de collaborer avec quelqu'un à l'écriture, quelqu'un qui a l'habitude, avec qui on va pouvoir discuter, qui pourra m'aider aussi à organiser les idées.
Et notamment une scénariste en fait, parce que vu que parmi les personnages principaux, c'est 3 générations de femmes, donc je trouvais ça chouette de collaborer avec une scénariste notamment pour ça. Et je crois que justement elle voulait nous en parler. On a Lison d'Andrea sur Skype avec nous. Quand j'ai lu donc tout le matériel qu'avait déjà produit Hugo, je me suis dit que c'était extrêmement riche. Il y avait plein d'idées très visuelles, plein de super séquences. Mais par contre, il manquait vraiment une histoire forte, en fait. Quelque chose qui tienne toutes ces petites séquences et toutes ces idées, ça fourmille d'idées. Et ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite en lisant ce qu'avait écrit Hugo, c'est que c'était le personnage de Clo-Clo, qui avait une puissance dramatique énorme. Et c'était avec lui qu'on allait pouvoir traiter cette histoire de dépression d'une mère au travers des yeux d'une enfant, qui est quand même un sujet qui peut être assez compliqué pour le mettre à hauteur d'enfant en fait. Le plus dur entre guillemets restait à faire, c'était trouver le bon dosage pour traiter de cette histoire et c'était d'arriver à équilibrer donc l'émotion et la comédie. Pour ça, on a trouvé donc les personnages des enfants qui étaient déjà là, les personnages de Sonia et de Léon, qui sont les enfants que va rencontrer Jeanne en arrivant chez sa mémé. Et puis, on a trouvé une autre solution aussi, c'était d'amener Clo-Clo vers l'univers du merveilleux, en fait. D'utiliser un petit peu les figures du conte pour apprivoiser ce personnage. On utilise les figures du conte, mais on ne tranche pas. C'est pas non plus une histoire fantastique. C'est une manière de traiter, d'aborder le sujet avec des outils un peu plus enfantins. Une autre des lignes de force de cette histoire, et ça je sais que c'était aussi dès le départ quelque chose d'important pour Hugo, c'était donc cette trinité de femmes, en fait, ces 3 générations. Il y avait cette idée que Jeanne ne doit pas hériter en fait de la dépression de sa mère. C'est aussi ce que raconte l'histoire, mais évidemment tout ça c'est un sous-texte qui n'est pas forcément ce qui va sauter aux yeux des enfants. Évidemment, comme toujours dans l'animation ou dans le scénario plutôt en général, on était trop long. Donc on était toujours face à ce problème qui était là dès le départ, mais c'est aussi parce qu'on est parti d'un matériel extrêmement riche au départ, donc on n'a fait que écrire en entonnoir pour essayer de revenir vers quelque chose de plus ramassé, et ce qui est toujours une bonne contrainte d'écriture en réalité, parce que ça nous oblige à trouver toujours des solutions d'écriture plus efficaces, finalement plus riches, et on arrive en général à des solutions beaucoup plus intéressantes. On a essayé de privilégier à chaque fois que c'était possible des solutions visuelles évidemment, plutôt que des solutions à travers l'écriture de dialogue. Et pour ça, Hugo était évidemment une aide précieuse. C'était super à ce niveau-là de travailler avec lui. Et donc une fois que vous avez eu cette première version de scénario, c'est un peu le moment où tu es rentré un peu dans le dur du projet, donc le storyboard, l'animatique et le développement graphique, quoi. Ouais, pour le storyboard, c'est vraiment une étape à laquelle j'avais envie de me confronter sévèrement. Après, on a fait quelques rebonds aussi entre le storyboard et le scénario. Enfin, il y a eu quelques allers-retours où on a revu avec Lison des passages et forcément après l'animatique qui impulse aussi le storyboard, parce que dès qu'on commence à rythmer, enfin on se fait une idée en tête, on le time sur la feuille, mais dès qu'on le rythme vraiment, on voit ce qui manque et tout ça. Donc ça, c'était aussi un autre gros morceau, quoi, l'animatique. Le premier storyboard, la première version de storyboard sur laquelle on est tombé était beaucoup trop longue par rapport aux 26 minutes. Aussi, on prend beaucoup de liberté, de cadrage, d'angle de vue. Enfin, sur papier, on se lâche. Et dès qu'on voit qu'en termes de prod, quand même, c'est quelque chose de compliqué et beaucoup de décors. Là, il y a un travail qui est super intéressant, même si parfois un peu douloureux à faire, qui est à la fois couper des séquences entières et en même temps de réfléchir aux axes et aux angles et aux lieux qu'on a déjà pour peut-être réinjecter ce qu'on avait dans ces séquences-là. Et c'est là où on a demandé à Benjamin Massoubre de nous filer un coup de main. Et il a coupé. C'est très efficace. En parallèle du storyboard, évidemment, on a commencé à travailler l'univers graphique. Et vu que l'inspiration était un peu liée quand même au livre pour enfants, le fait d'avoir des décors peints, je trouve ça intéressant de partir là-dessus, sur des personnages à la ligne, sur des décors peints à la main, retomber à quelque chose d'un peu traditionnel qui nous éloigne un petit peu des ordi aussi, ça fait du bien. Et on a fait le teaser donc assez rapidement pour le Cartoon Forum. On a déjà essayé de travailler ces peintures sur papier, mais on n'était pas encore à ce stade-là. Il fallait à la fois
finaliser, affiner le style et en même temps Ouais. passer la main aussi à toute une équipe puisque tu n'allais Ouais. pas faire les décors toi-même tout seul. Ça Et- c'est sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça c'est une belle étape aussi, parce que du coup on a dû discuter avec l'équipe, voir un peu les affinités de chacun et voir comment on pouvait tendre vers quelque chose d'homogène. Et pour nous en parler, du coup, on a Artus Pilarget, chef décorateur, et Solène Chevaler qui était décoratrice sur le projet. Alors, moi je suis Artus Pilarget, donc je suis chef décor sur le projet de Maman Pleut Décor. Et moi, je suis Solène Chevaler, qui a été appelée pour rejoindre ce projet. Alors, la spécificité de ce projet, c'est en termes de décor, en tout cas, c'est évidemment que c'est fait en peinture traditionnelle, ce qui est quelque chose de très rare finalement dans les réalités de la production aujourd'hui. Même si beaucoup de gens aiment ou ont envie de le faire, ça se fait finalement assez rarement. Et donc, après s'être pas mal entraîné, finalement, on a réussi à trouver tous un petit peu une sorte de juste milieu. Essayer de Et- se ressembler les uns les autres, surtout. Ce qui est évidemment Le pas plus évident, dur. beaucoup plus difficile qu'en digital, où on peut continuer à retoucher un fichier autant qu'on Oui. veut. En plus, on peut pas trop se donner de trucs et astuces à appliquer aussi facilement que si c'était sur Photoshop, où on a un pack de brushes que tout le monde utilise et on peut même pipeter les couleurs des uns des autres, etc. C'est, pour la cohérence, c'est vrai que c'est ça le challenge, quoi. Évidemment, quand on a l'œil sur les peintures, on a toujours la sensation de pouvoir voir de grandes différences. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a des personnages qui bougent par-dessus, le compositing, Ouais. a priori, je pense Ça que aide. l'homogénéité va bien fonctionner. Ouais. Déjà, quand je suis arrivée, on a commencé par faire les décors traits, donc les layouts au trait, c'est quand même plus simple comme étape, je trouve, pour s'adapter à un style déjà des couleurs et une touche de couleur, et encore plus de la peinture, c'est encore plus difficile de s'adapter. Les layouts ont été faits, digitalement, on les a tous faits sur Photoshop, ils n'ont pas été faits à la main. Ouais. Euh, Ce qui aurait Et- pu être le cas, mais c'était vraiment en termes de Ça devenait encore plus simplicité, compliqué, ouais. ouais. Pour les retouches, dès qu'on a des corrections, c'est vrai que tout faire à la main, ça devient vraiment compliqué. Mm. Qu'après on imprime pour pouvoir peindre sur le papier. C'est un process qu'on a mis un petit moment finalement à mettre en place parce qu'on savait pas vraiment si on allait décalquer les layouts sur les feuilles. Finalement, en termes de production, vu qu'il y a à peu près, il y a plus de 250 décors, donc en gros, nos layouts, on les imprime à 30-40% d'opacité sur le papier et puis on attaque directement à la peinture. Par décor, quasiment, on a un color script, un color board pour l'ensemble du film. Mais vraiment pour chaque décor, chaque artiste va faire une petite pochade pour vraiment pouvoir se baser sur quelque chose qui est déjà assez réussi, qui fonctionne au moins en termes de valeur, en termes de contraste et en termes de choix de couleurs. Ce qui fait qu'on part pas complètement dans le vide avec juste une toute petite case de colorboard à chaque peinture. On a quand même une base assez solide parce qu'on n'a peut-être pas tous le niveau, l'expérience, et ça me semblerait extrêmement complexe de Ouais. réussir les peintures qu'on est en train de faire quand même actuellement si on n'avait pas une Un petite guide, pochade, ouais. un petit guide au moins quoi. Dans mon boulot personnel, je fais pas mal de gouache, mais c'est vrai que je le fais pas du tout de la même façon que Hugo. Et donc Hugo, oui, en effet, il nous a bien montré comment lui il procédait avec plus de transparence, par exemple, que moi je fais quelque chose de très opaque, et lui il met des transparences, il met des jus de peinture un peu plus légers pour commencer, puis après il rajoute de la matière, et tout ce process-là, c'est vraiment en regardant quelqu'un le faire, et c'est vraiment quelque chose qui se fait en faisant. Même si on a tous eu parfois tendance à aller un peu dans nos zones de sécurité, Oui, finalement, même encore parce aujourd'hui. qu'on a enfin, chacun un style. Évidemment, ça se ressent. Nous, connaissant nos peintures maintenant, on peut complètement très facilement différencier qui a quand fait même quoi, qui a ouais. fait quoi, évidemment. Hugo avait déjà un style très affirmé sur ce projet, ayant déjà fait le teaser tout seul. Donc même si finalement par exemple, il y avait du trait dans le rendu du teaser, donc on a quand même beaucoup fait évoluer le style. Mais finalement, il y avait déjà une teinte qu'il avait déjà assez bien en tête, qu'on a après développé à deux. Il n'y a pas spécialement d'endroit en particulier pour le film, mais on dirait que ça pourrait se passer dans une sorte de Normandie, un petit peu imaginée parfois, parce qu'en termes de végétation, on ne sait pas non plus. On s'est donné quand même des grosses libertés. On n'a pas tellement utilisé de rêve pour essayer d'être trop réaliste. On n'a pas mis de palmier, hein.
On n'a pas mis de palmier. Mais il y a un peu plus de sapin, je pense, qu'en Normandie. Qu'en Normandie, c'est possible, ouais. C'est hyper plaisant, quoi. Pour une fois, de patouiller dans de la peinture pour de vrai, c'est quand même assez rare pour qu'on en profite. Ouais. Même si parfois on déchire nos peintures parce que c'est rageant et que tu peux pas faire CTRL-Z et que C'est vrai que j'ai quelques rend montées. fou. Il y a rien qui me met en colère comme la peinture quand je suis en train de commencer à rater ou qu'il faut recommencer et que c'est pas possible de faire autrement et que tu viens de perdre 3-4 heures de boulot parce que simplement et que tu te vois échouer Ouais. et que tu te dis c'est trop tard, c'est j'ai trop pété tard. quelques câbles sur certaines On a peintures. tous à un moment déchiré notre peinture de rage et que tout le monde se retourne. Oula, ça y est, ça a pété. On a tous fait ça. En ce qui concerne les voix et le casting des voix, à partir du moment où on avait les designs, on a pas mal échangé. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais pour chacun des personnages. Donc en fait, on a réfléchi à qui pouvait les incarner et on a eu beaucoup de chance parce que tous les gens qu'on avait en tête ont accepté de jouer le rôle. Du coup, pour les personnages de Clo-Clo, par exemple, qui est le géant avec une espèce de voix rauque. Il fallait quelque chose d'à la fois effrayant et en même temps un peu malin parce que il est blagueur et on a proposé à Arthur H qui a ce côté et en même temps ce timbre un peu parfois délicat, fragile. Enfin il y a tout ça et il a accepté donc c'était super chouette de bosser avec lui pour ça. Oh, mémé, tu fais vraiment la meilleure tarte à l'oignon du monde. Oh, quel flatteur ce Clo-Clo. Oh, c'est le même plat et la même recette depuis 60 ans. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Que s'explique? Je suis sourde comme un pot. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Pour Mémé Oignon, il nous fallait quelqu'un d'assez fantasque, foutraque, qui babille et même soliloque, elle parle un peu toute seule, avec une vraie énergie. Moi tout de suite, j'ai pensé à Yolande Moreau, avec qui j'avais déjà travaillé, ouais. Et elle a accepté, donc ça c'était vraiment super chouette. Oh, ma Janou, que ça me fait plaisir de te voir, ma chérie. Ça faisait tellement longtemps. Oh, et quel temps! Oh, ça n'a pas arrêté de pleuvoir cette semaine. Enfin, on choisit pas la météo, hein, c'est sûr. Si j'avais une baguette magique, hop, disparu les nuages. Pour Cécile, c'est un personnage qui est délicat parce qu'on le voit peu dans le film et il est important parce qu'il porte l'ensemble quand même. Il nous fallait une voix qui pouvait retranscrire le côté fort c'est un personnage fort, mais qui traverse une période difficile dans sa vie, une phase de dépression, et qui en même temps pouvait avoir cette douceur maternelle. Donc c'est quand même très compliqué pour peu de répliques. On a proposé à Céline Salette qui a accepté aussi, donc c'était très chouette, qui a fait des superbes propositions. Et pour la dernière étape qui est pas des moindres, c'est les enfants. On tenait dès le début en fait à travailler avec des voix d'enfants en fait, pour le côté aussi plus réaliste et puis même toutes les petites erreurs qu'ils peuvent faire en lisant. On a revu un peu dans les phases d'enregistrement les textes, parce qu'il y a des fois des phrases un peu que nous on écrit qui sont très littéraires et qu'on se rend compte que les gamins, ça les barbe un peu ou alors ils fourchent. Qu'est-ce qui se passe? C'est les extraterrestres. Siam, que vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure, qui joue Jeanne, et Victor, qui joue Léon, sont de ma famille parce je me suis un peu baladé avec un micro j'avais envie de tester quoi. J'ai demandé à ma famille de me prêter leurs enfants. Pourquoi j'irai chez mémé? Je veux pas y aller, c'est pourri là-bas. Y a que des vieux et ça pue l'oignon. Ce qui était intéressant avec le fait d'avoir les voix assez tôt, c'est que vu qu'on avait déjà une première passe de design fait par Jules Rigol, on a pu retravailler avec Eva, donc qui est directrice d'anime sur le film, à la fois les planches d'attitude en fonction de ce qu'on entendait dans les voix en fait. Il y a des inflexions dans les dialogues. Allô? Oh, ma chérie, ah oui, elle est bien arrivée. Et pour nous parler plus en détail de l'animation, on a posé quelques questions à ta directrice d'animation, Eva. Bonjour, je suis Eva Luce Barognan et j'ai pris en charge la supervision animation du projet Maman pleut des cordes. Donc le processus de création des personnages, il a fait l'objet d'une sorte de travail de ping-pong entre le réalisateur Hugo,
le graphiste Jules Rigol et moi. Jules a commencé à initier un travail de recherche graphique et c'est lui qui a lancé le style des personnages. Ensuite, Hugo a ajouté sa touche, il a essayé d'insuffler au travail de Jules sa propre vision des personnages. Et moi, je suis intervenue dans un troisième temps pour essayer de les adapter au processus d'animation. Autant pour certains personnages, le travail a été assez instinctif et fluide. Par exemple, pour Jeanne, on en avait beaucoup discuté avec Hugo et on est allé assez vite. Le travail a été un peu plus complexe pour le personnage de Clo-Clo. Hugo avait une vision très claire de son caractère, de ce qu'il devait insuffler au film. Il y avait tout ce côté magique, et à la fois mystérieux et en même temps un peu paternel qui devait se sentir dans son dessin. Le graphisme de Maman pleut des cordes, il est assez spécifique puisqu'il y a un mélange de décors peints à la main et de l'animation numérique. On a donc essayé d'avoir un graphisme qui puisse permettre d'intégrer les personnages au maximum à ces peintures. On a donc choisi d'avoir un trait assez ouvert. On a décidé d'utiliser des brushes qui ressemblent un petit peu à un crayon pour faciliter cette intégration des personnages dans le décor. Une des craintes qu'on a eues au début de la production, c'était la complexité de devoir animer sur des décors peints, ce qui empêche de modifier le layout après coup, puisqu'une fois que la peinture est faite, on ne peut plus modifier le décor. Finalement, on a choisi de faire des layouts aux traits assez précis sur lesquels les animateurs ont pu animer. Et partant de ce principe-là, les peintres ont dû se conformer pleinement à ce layout. Parmi les points qui ont été plus compliqués à gérer, il y a eu la multiplicité des personnages et du coup la nécessité de réussir à permettre à toutes les personnes de l'équipe de réussir à les dessiner. Par exemple, on a des personnages qui sont très en volume, comme Jeanne, où on a donc pu faire beaucoup de pauses de référence. Elle a une façon finalement de tourner assez logique. Et au contraire, Clo-Clo, c'est un personnage beaucoup plus graphique. Et on a dû trouver des astuces graphiques pour lui permettre d'être animable. Clo-Clo a vraiment des poses spécifiques à respecter selon les différents angles du plan. Sur le personnage de Mémé, c'était un petit peu les mêmes soucis. C'est un des personnages les plus cartoon du film. Et du coup, non seulement elle a un graphisme un peu différent, mais aussi une animation qui est un petit peu plus complexe que les autres personnages. Du coup, pour elle aussi, on a dû créer un ensemble de poses de référence à la fois statiques et à la fois en action pour permettre aux animateurs de savoir comment interpréter son graphisme selon les plans. Donc moi, c'était ma première expérience en tant que superviseur et j'avoue que ça a été une expérience vraiment enrichissante. Moi, depuis la sortie de l'école, j'étais animatrice. Donc c'est un travail finalement assez solitaire. Le travail de superviseur, il y a un côté beaucoup plus social finalement et aussi on doit être en relation à la fois avec le réalisateur mais aussi finalement avec les producteurs indirectement parce qu'on doit tenir compte des contraintes par rapport au budget et par rapport au temps qu'on a pour faire le film. Donc le film n'est pas fini, mais ce qui fait que le montage fonctionne, c'est notamment le fait que la musique a un énorme impact sur ce film-là, parce qu'elle a une place prépondérante dans l'histoire et dans la fabrication du rythme du film aussi. Oui, ça fait partie aussi des partages de ces moments de vie entre les personnages. Il y a vraiment des échanges autour de ça, donc la musique, elle est à la fois dans le film, elle est aussi, il y a vraiment un mélange des deux et ça tisse aussi des liens justement. Voilà. Et pour nous en raconter un petit peu plus, on a Pablo Pico, le compositeur. Du bol. Bonjour, je suis Pablo Pico et je suis le compositeur de la musique de Maman pleut des cordes. Alors ce dont il était question, c'était surtout du personnage de Clo-Clo en fait. Donc il y a un personnage musical en soi, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, c'est un personnage assez poétique, marginal, poétique et musical. Et donc il fallait lui trouver un son, une identité. Déjà il y avait la moitié du chemin qui était fait puisque c'est Arthur H qui a prêté sa voix au personnage. Chez Clo-Clo, j'ai utilisé comme ça la guitare, mais j'ai vraiment
fait ce petit genre de son qui est à la limite de l'angoissant en fait. Et puis ensuite, c'était aussi le son de la nature. Alors la nature, dans Maman pleut des cordes, elle a une nature presque un peu mystérieuse, un peu presque mystique en fait. C'est un peu l'instrument qui fait le vent aussi. Et ça, c'est assez marrant parce que quand on souffle dedans, il y a beaucoup d'air. Et du coup, je me suis servi j'ai mélangé ça avec des synthés et ça fait un truc assez marrant. C'est la forêt qui chante pour nous. Et peut-être la dernière chose, c'était ces moments un peu festifs qu'on retrouve dans le film. Mais bon, il n'y a pas que ça non plus. Hein. Dans la musique, il y aura aussi du violoncelle, de l'accordéon, il y a de la clarinette, il y a de la batterie, du piano. Voilà, c'est assez riche. Maintenant que vous avez entendu parler de toutes ces étapes, il est temps de vous montrer quelques images. En fait, je savais pas, mais ma maman, elle est en maison de repos. Elle est à la clinique des Lilas, juste à côté d'ici. Oh là là, mais c'est hyper grave ça. En vrai, c'est un hôpital psychiatrique. Je sais bien, moi, ma maman y travaille. Là-bas, c'est horrible. Ils t'enferment, ils te vident la tête. Où celle-là? Mais sur ce film, il n'y a pas qu'un seul producteur. Mais non. Ivan ? Un petit mot de la fin ? Bonjour à tous. Pour conclure, on peut vous dire qu'on est ravis des diffusions que va avoir Maman pleut des cordes. À l'international, grâce à notre vendeur international Dandou, qui est aussi notre coproducteur. Et puis en France, le film sortira d'abord sur Canal+. Et on est ravis d'avoir une sortie salle grâce au film du Préau. Donc on vous donne tous rendez-vous pour ces 3 éditions. Merci. Clap de fin. Allez. 2.